On est fiers. Je voulais dire que nous sommes très honorés par la présence de Aïcha Ouassassi, autant que nous avons reçu déjà en tant que romancière et aujourd'hui en tant que poétesse. Sa poésie que j'ai eu le plaisir de lire de la visière de l'âge, ça m'a vraiment ébloui. Ça m'a touché au plus profond parce qu'il y a des poèmes au sujet de sa maman et c'est quelque chose de très touchant, très sensible. J'aurais bien aimé écrire ça. C'est tellement éminent. Et voilà, pour dire que cette grande dame qui n'a jamais oublié ses origines, d'où elle vient et tout ça, elle passe la plus grande partie de sa vie à l'étranger. Elle est toujours fidèle à Céline et à l'Algérie. Et on gagnerait à la connaître davantage. Voilà. Et je voudrais, je suis honoré de lui offrir un petit bouquet de fleurs. Merci. Voilà. Merci. Nous sommes vraiment aussi touchés par votre présence, par votre confiance. Merci beaucoup. Moi, je suis très touchée aussi. Même si vous êtes un petit auditoire, peut-être que ça me touche davantage parce que le grand public, le bruit, je préfère les gens qui choisissent. Toujours dans un petit comité, pourquoi pas. C'est la vie aussi. Je peux commencer. Alors, c'est votre temps, vous faites ce que... Voilà. Et Khadija Sassi, elle voudrait placer un mot sur le silence, si vous permettez. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je ne sais pas. Khadija. Viens dire. Non, je voudrais réagir par rapport au silence. Mais continue de dire. C'est le silence, ça, c'est une réaction au silence, c'est tout. Un petit texte. Oui. Pour après, alors. Pour après, oui. Vas-y. J'avais écrit 2 poèmes, donc c'était dans les années 90, 95, qui avaient été publiés sur les journaux, sur plusieurs journaux en Algérie. Et puis là, on m'avait dit fais attention à échanger, attention d'écrire comme j'ai continué à écrire, parce que des amis journalistes assassinés, j'ai écrit. Mais je suis partie à l'étranger quand peut-être que certains ont pensé que j'étais partie pour fuir, non, c'était pour suivre un mari qui avait obtenu un poste à l'étranger. Mais mon séjour là-bas s'est malheureusement prolongé, mais je n'aime pas vivre à l'étranger, je préfère vivre ici, c'est pour ça que j'ai été malheureuse. Sinon, j'ai foi en la vie, je préfère être heureuse. Mais être trop loin de soi, c'est moi, l'Algérie c'est moi. Mes villes, c'est moi. Mes compatriotes, c'est moi. Voilà. Je suis le peuple. Je suis le peuple et je souffre. Mes voix sous les linceuls s'élèvent et s'éteignent. Je suis le peuple et je saigne. Mes corps décapités s'entremêlent et mes têtes éparses, boulées sans mémoire, au regard étrange, s'observent et ne se reconnaissent plus. Je suis le peuple et je m'agite dans un immense burnous de deuil. La mort me dit bonjour chaque jour et chaque soir referme mes yeux aux prunelles étirées. Mes nuits sont de longues séries noires que les matins impatients réveillent en sursaut. L'école, le bureau, les journaux, la télé, le marché, le foyer. Entre 2 bouchées, je m'étouffe, car la voix des autres me dit encore qu'il est mort, et elle me crie encore qu'elle ne viendra plus, celle que j'ai aimée ou exploitée, la mère de mes enfants, ou la fille que je n'ai pas su protéger. Elles me poursuivent, ces voix sorties de l'ombre de la duplicité.
et ces ultimatums vomis par les ondes. Je suis le peuple et je suis en colère. Je ne suis pas seul et je peux me décomposer en centaines de milliers de voix, en dizaines de millions de bras et de jambes, et je peux lancer des regards de feu, ces feux qui me brûlent. Je suis le peuple et je hais cette guerre fratricide. Je suis le peuple et j'accuse tous les patricides. C'est la fin, il y en a un autre, on assassine ma patrie. Toujours à la même époque, 1995. Oui. On assassine ma patrie. Chaque jour, on assassine ma patrie. Des bouteilles en plastique édétées trônent impudiques sur les tristes lavabos. Des savates domestiques marquent le pas sous des bureaux à la vocation maintes fois insultée. Des meubles, des couloirs dégradés et asservis, des agents marionnettes au jargon impudent crient la mort de l'administration autrefois vénérée et invitent à la vulgaire curée. On assassine ma patrie. De grandes cités étables, des murs et des routes voracement mastiquées et des mentalités cousues à l'envers et de 1000 couleurs rafistolées. On assassine ma patrie. Des innocents plein les rues martèlent les consciences de leurs énormes pieds crasseux à travers la calomnie et le reniement. Il est fou, ils sont fous, c'est un monde de fous. Et toi, hurlent des millions de voix, n'es-tu pas fou? On assassine ma patrie. Carnaval hors saison, des costumes et des masques conçus sans goût ni raison, à longueur de journée défilent, défiant bon goût et civilité. Carnaval à toute heure, le spectacle est gratuit, entrée sans frapper. Des ex-pèlerins substituent au mythique bâton la violente ciguë. Et l'écran de la vie désormais empoisonné affiche en permanence un paysage fantasmagorique avec un générique d'un autre temps, d'un étrange ailleurs. Décors burlesques, faux clowns, scènes ubuesques et paroles charlatanesques. On se rit de toi, ma patrie. J'ai mal pour toi, ma patrie. Des hommes et des femmes honorables, magistralement effacés par des serviteurs zélés, et des courtisans et courtisanes délurés, des cerveaux authentiques envoyés d'office à la fourrière pour briser de brillantes carrières. Et des médiocrités sont à chaque instant authentifiées, mises sous certificat vitré et suspendues au mur de la carence et de la décadence. Les robots de la jactance tournent à pleine cadence et des milliers de mains s'autocollent pour caresser cette musique aux accents tribaux. On assassine ma patrie. Des mères, des épouses, des filles et des sœurs respectables sont chaque jour humiliés et des enfants qui portent leur innocence comme un fardeau sont jetés dans la rue. Cette rue qui les tue, ils sont misérables, seuls et hagards. Mais ce sont mes jeunes frères, mais ce sont les fils de mes sœurs. Maudits soient leurs faux géniteurs, leurs maîtres imposteurs et leurs criminels fossoyeurs. On assassine ma patrie. Et tous nous sommes complices. Seules des voix enterrées vives, celle de l'intelligence, celle de l'amour pour ce pays, s'élèvent en vain. Le train est parti et sur le quai, les fleurs de l'espoir gisent meurtries. C'était en 91 celui-là. Et ça me rappelait les défilés à Alger, j'habitais à Alger, des frères islamistes, c'était triste, et je travaillais dans l'administration, la haute administration. C'était une administration qui était, alors les gens qui venaient faire leurs ablutions dans les toilettes, c'était ça. Et puis j'ai dit que ce sont, c'est pas nous qui avons appris à nos enfants à tuer, ce sont... Dans quelle ville ça s'est... Pardon? Dans quelle ville? Ça, c'est Alger. Non, vous parliez des ablutions et tout ça. C'est Alger, je travaille dans la... Ouais, la haute administration. D'accord. Mais on mettait partout.
Ça se faisait partout, les rues Papani. Pardon? Ça se fait encore? C'était en 1991. Oui, mais ça se fait encore. Jusqu'à présent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est J'ai bon. cru Ça va, et de... J'ai cru reconnaître dans des passages que c'était l'époque que C'est nous encore. traversons aujourd'hui. Ouais. Dans certains passages, les diplômes, là, les trucs, Ouais. Vous les comptez- médiocrités, Euh, les je machins. vous- Ah, c'est comme aujourd'hui. Je vous ouvre Palestine ou pas Peut-être autre? à la suite. D'accord. Oui, oui, maintenant. Mais maintenant? D'accord. Bon, j'ai beaucoup. Ah non, je crois que j'ai. Ah, j'ai pas marqué la Palestine. Ah oui, Laura, je vais lire un poème sur la Palestine que tu peux lire au celui de. Tu peux, non, Ouvre. quand je termine. Ouvre. Je suis une fervente de la Palestine, ça ne dure pas d'aujourd'hui, ça dure des années 67. J'ai écrit énormément de poèmes sur ce moment-là, énormément de poèmes. Et puis après, j'étais membre, je le suis toujours, d'une grande association internationale de femmes, pour les femmes de la région méditerranéenne et les enfants. Et donc notre but principal, c'était des Palestiniennes, déjà. Donc, les années 93-94. J'ai commencé en 93-94. Et jusque-là, je suis en relation avec elles, des femmes juives israéliennes qui étaient là pour défendre les femmes palestiniennes. Quand les femmes palestiniennes ne pouvaient pas venir faute de visa, parce qu'elles étaient réfugiées en Cisjordanie ou ailleurs, c'était ces femmes israéliennes qui venaient présenter les dossiers qu'elles elles-mêmes présentaient. Je suis toujours en contact avec elles, avec des amis palestiniens de base là maintenant, et que j'admire. Je les admire. Des professeurs de français, journalistes, c'est magnifique, des poètes. Ça, je l'avais écrit il y a longtemps, l'oracle endormi, parce que l'Irak et tout ça, ça me. Tout, le Liban, l'Irak, tout. Je sais plus en quelle année. Je regarde en quelle année je l'ai écrit celui-là. 2004. L'oracle endormi. Je l'ai dédié au peuple de Palestine et d'Irak. Est-ce le miroir de mon moi, demain, ce visage plusieurs fois fripé, cette silhouette plusieurs fois brisée? L'oracle oublié, se serait-il enfin réveillé ce matin, sommé par quelque divinité offensée de me dicter son pensum imposé? Je marche les yeux baissés sur quelques traces antiques pour me remémorer les chemins de croix et recueillir enfouis, éparpillés, les mots pour se relever, maintenus au secret par quelques nains dépités, esprit globe aux pensées balisées, cercle sournoisement bouclé sur les questions 1000 fois répétées par les enchaînés de l'histoire. Esclaves de territoires égarés, mimant la vie, face à un public désopilé, forum déchaîné, déserté par les authentiques tribuns, le mot vrai, la noble pensée, la simple vérité se sont retranchés pour servir le silence consacré. Quand viendra-t-il pour eux le temps de dire, le temps de lire sur les parchemins desséchés ce qu'il faut toujours dire, ce qu'il faut toujours lire pour que se déroule enfin le tapis de la vie sous les pas vacillants de l'humanité en déroute? L'enfant questionne avidement, l'homme vocifère à tout vent, et le vieillard soliloque, sourdement. Qui dira ce qui s'est dit? Qui dira ce qui s'est entendu et ce qui s'est vu? La langue s'est alourdie, le regard s'est perdu, et le combat s'est dévoyé. Cherchez l'homme, cherchez l'enfant et la femme pour lire, pour dire, pour souffrir toujours à l'étroit, quand le désert déploie ses voiles d'aveuglante certitude sur tous les fronts. Laissez-moi lire sur ces dunes muettes sentinelles la destinée de ces foules pourchassées.
Laissez-moi dire aux chastes oasis, abreuvez ces moribonds gavés de sang, et que l'onde maternelle se mêle aux larmes. Les plaies aussi ont besoin de parler. Et j'irai enchaîner les mots colportés par les vents venus d'un ailleurs, que la raison repousse. Nous tous d'ici, eux tous de là-bas, crions la même chose. On, shame, accent de vérité pour dénoncer le véritable péché. Je n'irai pas cracher sur vos tombes, émissaires indignes d'un lexique falsifié. Les mots s'exilent derrière les ombres de ce qui fut. Des hommes, des femmes, des enfants. Les civières endeuillées s'ébranlent du même pas pressé, celui du voyage prématuré. Les derniers. Galop effréné, cris pressurisés pour crever l'abcès. Pourquoi la mort tous les jours, viatique sinistre, servi au même chaque jour? Héros décriés, le mort, lui, s'en est allé, sans un mot, sans un adieu. Et pourquoi l'hymne assuré de la victoire usurpée aux lèvres de prophètes non assermentés? Qui saura un jour exhumer le secret de l'irréparable partage? Je ne reprocherai plus rien à l'enfant gouailleur. Sa vitalité tient au fil qui relie la terre au néant, entre le mot et la face cachée du nom. Wow. Et là, il y a cette image, donc c'est le dernier poème que j'écris sur la Palestine. J'en écris beaucoup, celui-là, qui va être publié dans un livre de poètes italiens. Parce que les Italiens aident beaucoup depuis toujours la Palestine. Ah, je fais comme ça. D'accord, merci, parce que je suis nulle en... C'était la fin juillet. Palestine, notre douleur. Il est temps de sonner les clairons, fossoyeurs et hontés, démoniaques soldats de l'invisible. Il est temps de lacérer ce monde semeur de morts violentes, honteux débat, pour ou contre cette noirceur de l'humanité. Haillons humains, la haine. Ah, ça noircit. C'est pour ça que je n'ai pas imprimé. La haine en travers, rictus de la mort. Vous jetez nos enfants dans ces néants, géants d'horreur. Ces enfants ne jouent plus, ces innocents ne chantent plus, entachés de sang, entassés pour des ballets macabres, sauvagement orchestrés. Je ne vous appellerai plus chiens, car les chiens honorent leur humanité. Figure satanique, silhouette fuyante, au cœur désamorcé, suintant de fiente. Il est temps de pulvériser jusqu'à votre mort. La haine en travers, rictus de la mort. Vous jetez nos enfants dans ces néants béants d'horreur. Ces enfants... Ah, mais j'ai lu ça déjà. C'est la folie, oui. Ah non, peut-être... Ah oui, j'ai lu 2 fois. Oh là là. Il est temps de pulvériser. C'est pas vrai. Il est temps de pulvériser. Il est temps de pulvériser jusqu'à votre nom sur tous les frontons de l'histoire. Nous ne sommes pas des assassins, mais attendre le vrai son de ces assemblages de mots qu'on nomme loi, droit, jusqu'à quand les lois ne dictent plus la loi, le droit est conspué, honni, et la folie fait la loi. Voilà. C'est pas grave. Voilà, je ne sais pas si vous voulez autre chose, si vous voulez lire vos propres poèmes. Si vous avez quelqu'un qui veut intervenir, Khadija Sassi, tu voulais dire quelque chose, et Allah, elle est là. Sur la mort d'une maman, je ne sais pas si vous voulez lire, quelqu'un veut lire. Vas-y, Quelqu'un de la poésie. Non? Alors moi, je voudrais réagir par rapport au silence.
Oui. J'avais écrit un petit texte sur le silence. Il faut venir là. Non, tout l'honneur est pour toi, Aïcha. Faut vous donner, alors, je dirais de ma place peut-être. Oui, il faut venir là, puis chacun peut dire ce qu'il pense ou ce qu'il pense. Alors. Le silence. D'où nous vient ce silence médusé? Ses strates couvrent le salut des crêtes. Son balancement se dresse en trombe sur les rives. L'écho écarlate de ses pas distillés rappelle le retour des sourciers de la nuit et livre à la Thébaïde leurs secrets éphémères. Annonce-t-il l'élévation éthérée ou précède-t-il le début d'un départ prodigieux? Je me suis rappelé que je n'ai pas la rizière de l'âge. On se demandait pourquoi j'ai appelé la rizière de l'âge et pourquoi la rizière. Moi, je me sentais rire, évidemment, je n'écrivais plus comme j'écrivais avant. C'est clair, non? Même si les thèmes sont les mêmes, ils ne sont plus donc, exprimés de la même façon, ressentis de la même façon. On change, puis avec l'âge. C'était pour ça que On pense autrement. Pardon? On pense autrement. On pense peut-être autrement, plus profondément. Voilà. Il y a des choses qui ont moins d'importance d'autrefois. La rizière de l'âge, la rizière, la fécondité, les trucs. Bien que je sois vieille, bien que je sois vieux, ils écrivent toujours. C'est l'essence de l'être, on écrit. Et je ne vais pas vous lire des poèmes, mais je voulais dire quelque chose sur ma muse maintenant. Je n'écris plus comme avant. Je corrige moins. Avant, je corrigeais. Un poème sort, vous dites, vous le relisez, tiens, ça va pas ici, ça va pas, je dois le changer par un autre. Mais maintenant, il tombe, il s'impose. Pas de correction. Parce que la gestation s'est faite. Ah oui, mais ils sont là déjà, prêts. Voilà. Et ils vous bousculent. Alors, si je n'écris pas tout de suite parce que je suis âgée maintenant, ils disparaissent. Hein, ça ne reste plus dans la tête comme avant. Et je les laissais là, après j'allais les écrire. Maintenant, c'est fini. Ils sont partis, Mais alors, si j'ai un crayon sous la main, j'écris et c'est d'une traite. Et c'est ce que je ressens. Je n'ai pas passé, je lis ma muse à ma muse, parce que j'ai une autre muse aussi. Il y a beaucoup de choses. Voilà, page 12. À ma muse, celle que je ne vois pas, celle qui m'habite, qui chante en moi, du matin au soir, celle qui gronde en moi depuis toujours. Chanson de rêve aux pleurs de la gondole délaissée sur les vagues sinueuses des années perdues. Ma muse que j'amuse quand je chante de travers et que je choque quand je rigole. À la muse qui m'éclaire à chaque aube et qui m'étreint au soir comme moi. Du haut promis aux éclairs de rêve et de la fantaisie. Souffle oublié sur une page trop pleine d'air et de rimes. Musique intérieure aux accents d'un bonheur juvénile. C'est comme si j'étais jeune. Voilà. Alors, il y a un prélude qui explique pourquoi la rizière, pourquoi ce titre, la rizière. La rizière, ce champ traversé par les ombres, creusé à même la vie pour semer ses grains porteurs de vie. Sillon pris à bras le corps par des mains fébriles, semeur d'espoir aux pieds englués, rivé au flanc de la terre nourricière. Demain, les voix chanteront pour la gloire de la nature domptée. Année fébrile d'attente et de renouveau, la rizière de la vie aura triomphé. Sillon sublimé, signant la victoire de l'effort. Chaque année, la vie franchie signera par ses rides son long passage sur les corps exposés.
Les années frémiront une à une sous le vent des jours réunis. Sillons frémissant sous le soleil des espoirs réanimés. Paroles innocentes, triées sur le volet. Déboulons sur des éclats de paroles vertueuses, nourris au miel vivifiant des vies conquises. Des poèmes de l'après-soir. L'après-soir, c'est la fin de la vie, comme pour moi en ce moment, quand le regard apaisé s'abaisse sur les choses de la vie, frêle, douce et éloquente, quand la rébellion s'enroule sur elle-même pour chanter dès lors les signes vrais, émouvants et tragiques de la vie finissante. Des poèmes pour ma mère, prière jamais accomplie, nostalgie jamais assumée, mémoire vive d'un amour en suspens, jusqu'à l'heure de la rencontre sublime. Oh, sublime. Quelle vitalité. Voilà, si vous voulez dire quelque chose, il y a des livres, j'ai rapporté un roman, pas de recueil de poésie, parce qu'ils sont publiés en France. Je n'ai pas trouvé d'éditeur ici. C'est pas parce que je n'ai pas voulu publier en Algérie. Pour la poésie, puisqu'elle ne se vend pas. Mais je vois de temps en temps des recueils publiés, mais pas les miens. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne les ai pas apportés. C'est dommage. Oui, c'est vraiment dommage. J'aurais aimé. Oui, voilà. Si vous êtes intéressé par le roman autobiographique Les secrets de la cigogne, il est disponible. Oui, je l'ai rapporté Voilà. parce que les gens m'ont demandé aussi. C'est ma vie, c'est la vie de toutes les personnes qui ont mon âge, parce que j'ai habité Saïda, mais les personnes en dehors de Saïda, partout en Algérie, on a dit on a les mêmes souvenirs. Donc j'étais contente. C'est quelque chose qui est ancien, qui est écrit depuis 1997. Et ce n'est qu'un tome. Il reste le tome 2 pour la Révolution, la vie de mon père, ancien bagnard de Cayenne, devenu responsable civil du FLN, et puis l'indépendance. Voilà, ça c'est le tome 2. Mais je manque d'argent pour aller à Cayenne. Voilà. Il faut que je lance des appels, parce que ça doit coûter une somme énorme d'aller à Cayenne, de rester à Cayenne au moins 2 mois, pour décrire l'atmosphère de ce pays lointain aux souvenirs démoniaques. Voilà. Donc il est là si vous voulez, il coûte 1200 dinars. Sinon, on va parler. Si vous avez des questions, mes amis, si vous avez une petite réflexion, un petit coucou. Un petit poème à dire. Un petit comme, poème. Khadija. Ouais. C'est toujours bon. Moi, je voulais savoir, Aïcha, pourquoi vous avez toujours été habité par l'exil, par cette blessure, depuis votre jeune âge déjà. Oui. Ben, je ne sais pas, j'étais une enfant, je n'ai marché que jusqu'à 4 ans, j'avais un problème dans les jambes. Et ma maman avait été obligée de travailler, c'était 45, mon père, qui était militaire français démobilisé, était mort en 45, 6 mois après ma naissance. Ma maman, qui était une fille d'une riche famille, autrefois elle était orpheline, et elle avait 6 enfants, elle a dû travailler. C'était peut-être ça l'exil, déjà un exil pour elle, parce que c'était une fille terriblement gâtée par la vie avant, et donc elle se retrouve avec 6 enfants orphelins, elle a travaillé, elle a fait des ménages, et je restais souvent seule avec une personne adulte, bien sûr, toujours à ma portée. Je ne parlais pas beaucoup. Solitude. Ma mère me disait, on t'interrogeait pour savoir si tu avais faim ou si tu avais soif. Tu ne disais rien. Et puis j'observais beaucoup, je regarde beaucoup. Et après j'ai lu beaucoup. Très jeune, j'ai lu beaucoup parce que j'avais un frère qui était avide de lecture. C'était les illustrés, mais il en lisait énormément. Et moi je lisais avec lui. Quand je suis rentrée à l'école,
Je savais parler le français correctement, je savais même lire. Et j'avais même sauté une classe parce que je savais tout. J'étais en cours d'initiation, ça autrefois il y avait des cours d'initiation pour les Algériens, censés ne pas connaître la langue française. Donc j'étais au fond de la classe à ne rien faire, on m'a fait sauter une classe. Et après j'étais toujours premier prix de français, tout le monde s'étonnait. Est-ce que tu as de la famille en France? Nous on parlait arabe à la maison, comme tout le monde. On jouait dehors, soit en arabe, soit en français. On parlait avec les voisins en français et j'adorais la lecture. Et je maîtrisais la langue française. Donc j'ai écrit beaucoup dans la nature. Je crois que dans la nature, il est bon d'avoir cet élan vers la nature parce qu'il y a la réalité à côté qui n'est pas aussi aérée, aussi fluide, aussi belle, qui a perdu, pure. Et je crois que qui a perdu sens. Ouais. Donc, étant enfant, déjà, on peut percevoir cette dichotomie-là. J'ai beaucoup écrit. Je n'aimais pas les gens méchants, je n'aimais pas le mensonge. Alors j'écrivais. Je racontais rien à personne, mais j'écrivais. J'en ai fait beaucoup, donc tout a disparu, bien sûr. Mais j'étais humaine très tôt. D'abord, grâce à la nature, on vivait dans un cadre féerique. Des champs, des pépinières, des jardins qui ne nous appartenaient pas personnellement, mais ils étaient à nous. On vivait en grande harmonie avec les gens, les voisins, etc. Donc tout ça m'appartenait. C'était magnifique. Donc j'ai vécu là et je ne souffrais ni le mensonge. Le mensonge, je le détestais. Le vol et la méchanceté. Chaque fois que j'étais la victime d'une méchanceté, j'allais l'écrire. Je ne la racontais pas, mais je la racontais par écrit. Et donc depuis, j'étais très sensible à tout ce qui était inhumain, tout ce qui ne répondait pas à mes critères de l'humanité. J'ai voulu travailler dans les réfugiés. À l'ONU, j'ai fait plein de demandes. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé à l'UNICEF, bénévolement, bien sûr. À la Croix-Rouge, bénévolement. Au Croissant Rouge, d'abord, chez nous, en Algérie, pendant que j'enseignais. Partout où je me sentais appelée. Ouais. Partout où je me sentais appelée. Oui. Jusque-là. Oui. Oui, Khadija. Je crois que c'est ta sensibilité qui t'a poussé aussi à écrire ton essai sur Amrouche. Ah oui, oui. Voilà, parce que c'est un texte très sensible, ton essai est très très sensible. Oui. Et il rapporte le roman et plus que le roman. C'est vrai, et plus que le roman, tu as raison, c'est ce qu'on m'a dit. Que je trouve qu'il doit être enseigné Oui. et qui doit avoir sa place dans les bibliothèques en Algérie. Et sa place à l'école et à l'université. Mais qui va le faire? C'est une lecture, c'est une très belle lecture, une très profonde lecture de la vie de Amrouche. Oui, parce que Fatma et Mansour Amrouche, en écrivant, elle écrivait sa vie, elle ne pensait pas à autre chose. Elle ne pensait pas, c'était sa vie de femme qui a été dure, mais c'était une femme extrêmement courageuse. Et de lire sa vie, son courage, le malheur qu'elle transformait en... Ils étaient extrêmement pauvres. Comment pouvez-vous concevoir que Jean Amrouche, le grand homme, maintenant que j'ai écrit sur sa mère, c'est lui que je préfère. Et un jour, j'espère écrire sur lui. Ils marchaient dans la neige les pieds nus. Ils étaient d'une pauvreté, mais c'est extraordinaire. Et cette pauvreté, grâce à cette mère aussi qui a su donner, elle a fait la couturière, elle a fait les manteaux, elle a tissé les manteaux pour ses enfants, pour son mari. Elle était extraordinaire. Et elle avait des choses dont je souriais qu'elle n'aimait pas. Elle disait ouvertement, beaucoup de gens kabyles me le reprochaient après, même des amis très proches, pourquoi tu dis qu'elle n'aime pas les Arabes? Pourquoi tu dis qu'elle n'aime pas les gens? Mais j'ai suivi pas à pas son livre.
Et son petit-fils Pierre, quand il me commençait à me raconter quelque chose par écrit, on ne s'est jamais rencontrés, j'ai dit, mais tu oublies que j'ai lu le livre de ta mère, voilà ce qui s'est passé pour Belkacem, voilà où il est allé. Il n'avait pas de travail, il était encore plus diplômé que ses patrons français, il avait le BEPC, il avait tout ça, mais j'ai lu tous les détails, tout ce que je n'avais pas lu dans une première lecture. Alors là, c'était une recherche pour faire un diplôme, parce que je me suis dit, si je ne fais pas ce diplôme-là, je n'écrirai jamais sur... Alors je me suis imposé quelque chose. J'ai dit, je vais écrire un travail, je vais faire un travail sur... Et je l'ai fait à Lyon 2, il y avait un homme extraordinaire, Charles Boll, beaucoup certainement le connaissent, Ouais. qui vient de mourir, c'était le spécialiste de la littérature algérienne. Alors je lui ai proposé ça, il a accepté pour le DEA. Et donc j'ai fouillé partout, j'ai fouillé tous, je connaissais tous ceux qui ont écrit sur Mansour Amour, tous les universitaires qui sont à Paris, Tessagui, tout ça, Denise Brahimi, j'avais tout lu, mais je n'avais rien trouvé de nouveau, rien. Donc j'ai fouillé le livre, les propos de Fatma Aït Mansour et l'histoire à côté, parce qu'elle, c'était pas l'histoire elle n'a pas parlé de la colonisation, elle n'a pas parlé de ça, hein, c'était pas son histoire, hein, c'était sa propre histoire et le besoin de sa langue, sa langue qui était son exil, c'était sa langue qui était son exil, sa terre qui était son exil. Et elle disait toujours qu'elle était exilée partout, elle se sentait exilée partout. En Tunisie, où on parlait l'arabe, on ne parlait pas de trucs, chez les Français, parmi les Français. Donc j'ai écrit parce elle sentait cet exil si fort. Et je suis allée plus loin, parce que j'y étais, alors autant écrire. Et après, j'ai fini un livre, ce n'était pas seulement l'examen universitaire, j'ai continué le livre à chercher dans tout ce qui se passait en Kabylie, l'histoire des Frères Blancs, l'histoire de toute l'armée, et ça a vraiment intéressé beaucoup de gens, mais on n'en parle pas malheureusement. Oui, on voit. Depuis 2018, il a été édité par un éditeur qui était très confiant. Il m'a dit, ton livre, il est magnifique, on va en parler à Berber TV. Rien n'est arrivé. Et là, il a compris, il m'a dit, il y a des lobbying, on ne veut pas entendre parler de ça, on ne veut pas ça. Et j'avais prédit à l'époque, j'ai dit que j'aurais été tellement heureuse qu'on traduise Fatma Aït Mansour. Là, j'ai ma copine Nadia Eda, qui elle et un autre, qui ont traduit le livre de Fatma Aït Mansour en Tamazight. Voilà. C'est bon. Il a été traduit en arabe, non, je crois que Il a été traduit en arabe. Il a été aussi, traduit par en quelqu'un arabe. de Blida. Hein? Par quelqu'un de Blida. Oui, il a été traduit en arabe. C'était formidable. Voilà, donc, c'est une femme exceptionnelle. On aimerait bien la voir, hein, le découvrir. Ah bah, il faut demander à l'éditeur. Tu te donnes le nom de l'éditeur, tu lui écris, il va être content. C'est qui le nom, Désolé. le nom de l'éditeur? C'est Brahim Tazarat. Brahim Tazarat. Voilà. Ceux qui sont intéressés, c'est Brahim Tazarat pour le livre de Fatma Abrouche. Tu peux l'écrire. On a discuté sur Fatma Aït Mansour. Il sera content. Parce qu'il était désolé, justement. Lui, il avait cru en ce livre. Mais personne ne Non, s'il y a des blocages. Ah oui, non, c'est clair, tout le monde le dit, Pierre Amarouche le dit, c'est sûr. Il y a des gens qui n'auraient pas voulu que j'ai dit tout un livre. Quand ils ont écrit des articles, des trucs, mais pas tout un livre. Donc quand tu écris tout un livre, tu dis des choses peut-être qui sont embarrassantes pour ça. Voilà. J'ai été embarrassée. Tu n'as pas lu mon livre, non? Nadia, tu n'as pas lu mon livre. On essaie. Non, j'ai pas. Non. Mais on a parlé, quand j'ai fait la conférence déjà il y a dernièrement, elle a dit. Ah oui? Oui, on a cité votre nom, on a cité les noms de tous ceux qui ont écrit sur le site. C'est tout citer le nom, mais oui, c'est sur la vidéo, ou bien par Berber TV, ou bien. Oui, d'accord. Moi, on m'avait promis tellement de choses, comment
on appelle ça, des interviews, des trucs vers TV. On a promis plein de choses, un passage. Et pourtant, j'étais très introduite. Ça viendra. Oui, j'étais très introduite dans les régions de Kabylie parce que je faisais partie du festival Raconta. Et une fois, je m'étais mise en colère, une fois. Et tout le monde me trouvait tranquille, une personne tranquille qui dit rien. Mais une fois quand même, ils ont compris ma position. Ils parlaient toujours de la Kabylie. On était de toute l'Algérie, on venait à ce festival Raconta, et on venait là parce qu'on aimait la Kabylie, on aimait tout ce qui se faisait là. Et puis quelqu'un qui ressort, je suis fière de notre Kabyle, hop là. Ouais. Et moi, la silencieuse, tout d'un coup, je me suis levée, j'ai dit un seul mot, silence général. Après, on m'a dit, mais non, il fallait pas. Non, quand même.